Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Un gouvernement resserré de 32 membres. C'est la nouvelle équipe formée par le Premier ministre ivoirien Patrick Archi, reconduit à son poste quelques jours après sa démission. Quelle est la composition de ce nouvel attelage de l'exécutif ivoirien, mais surtout, quel message politique comprendre à travers ce changement de ministre voulu par le président Alassane Ouattara? Que dire du tout nouveau président Thiemoko Méliette Koné? Nous en parlons avec notre invité du jour qui est en direct depuis Abidjan. Il s'agit du journaliste et directeur de publication du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Alafi Wakili. Bonjour à vous, Alafi Wakili. Bonjour, chers amis de Média TV, M. Baldé. Merci. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, on le dit, c'est un changement en tout cas de gouvernement, même si le Premier ministre reste, qui en a surpris plus d'un ces derniers jours à Abidjan. Mais globalement, là, on se retrouve avec un gouvernement dit resserré de 32 ministres quand même. Quelle est la composition ou quelle est la configuration politique de ce gouvernement? C'est un gouvernement RHDP qui est légèrement, pour un seul poste apparemment, ouvert à la société civile avec la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, parce que c'est une ministre. Donc, on a l'impression que c'est une ouverture à la société civile. Une ouverture à la société civile, mais un gouvernement, donc comme vous le dites, majoritairement RHDP, à savoir le Rassemblement des Oufouettistes, donc qui est le parti au pouvoir. Alors, quelles sont les nouvelles figures de ce gouvernement, qui sont les nouveaux entrants et peut-être même les revenants? On parlera plutôt peut-être des anciens, des revenants, ou un revenu, c'est-à-dire M. Sangafoa, qui en est sorti, qui est revenu, et puis Mme Remarque Leguenou, qui entre au gouvernement. C'est les deux entrants, c'est-à-dire un revenant et puis une entrante. Maintenant, pour le reste, c'est des rescapés, si on peut dire. Il y a une trentaine de membres de l'ancienne équipe de 41 membres qui sont encore en place. Donc, une grande majorité de cette équipe qui est en place, on cite notamment, entre autres, le ministre de l'Intérieur. Alors, cela dit, selon vous, quels sont les objectifs assignés à ce nouveau gouvernement dit resserré de 32 membres? D'abord, les objectifs principaux, c'est continuer à prendre des mesures contre l'inflation et la cherté de la vie. C'est un gouvernement qui doit avoir une tonalité sociale, donc il a été réduit, on est passé de 41 membres à 32 membres pour réduire le train de vie de l'État et disposer de ressources pour lutter contre les menaces sociales et aussi les menaces sécuritaires. Et il faut aussi tenir compte du fait que cet enjeu-là a conduit le Premier ministre et le Président de la République à privilégier l'expérience de l'équipe sortante avec les ministres de l'ancienne équipe. Vous savez, la mise en place d'un gouvernement totalement nouveau et des hommes nouveaux, ça prend du temps, des semaines et même quelques mois. Donc, ils ont voulu faire l'économie de tout cela pour avancer plus rapidement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, face justement à ces défis que vous évoquez, est-ce vraiment cela nécessitait selon vous un changement de gouvernement? Peut-être qu'il y avait des décisions importantes à prendre, mais cela justifie-t-il selon vous un changement d'équipe gouvernementale? Bon, on sent peut-être une relative déception parce que les gens ont pensé que, on aurait eu peut-être 32 nouveaux ministres, d'une part, par rapport à un gouvernement, une nouvelle équipe, et puis peut-être ils ont espéré qu'on aurait eu un nouveau Premier ministre. Mais il ne faut pas oublier deux choses. La première chose, c'est que le président de la République a dit que le gouvernement travaille bien. Et ensuite, il ne faut pas perdre le temps dans la recomposition et dans la recherche d'hommes totalement nouveaux qui auraient pu faire retarder l'avancée, le suivi des dossiers. Il y a déjà des dossiers en cours. Maintenant, on retient que toute cette séquence s'est déroulée, on en reparlera certainement parce que le président de la République avait voulu s'adresser au Congrès, au Parlement, ensuite
il a voulu profiter pour nommer le vice-président. Donc, dans son chronogramme, dans son agenda, il ne fallait pas peut-être laisser le gouvernement en place et il fallait créer une condition solennelle, institutionnelle, pour procéder à la nomination du vice-président. Donc, on a eu toute une séquence institutionnelle et républicaine dont l'aboutissement est la formation du gouvernement qui a été intervenu hier. Justement, vous parlez de la nomination de ce vice-président. Je rappelle qu'avant, donc, Thiemeko Meïled Kone, il y avait ce poste qui était resté vacant depuis le départ de Daniel Kablan d'un camp dû donc à la brouille entre donc, le PDCI et le RHDP, si on ose dire en tout cas, sachant que tout le monde fait partie du RHDP. Mais ce poste était resté vacant. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, aujourd'hui, l'appel à Kone, qui était à la tête de la BCEAO jusque-là? Ce qui justifie, c'est que la Constitution conseille, prescrit de nommer un vice-président. Le président de la République a pris le temps de réfléchir pour trouver le bon profil après le départ, comme vous l'avez dit, du vice-président Daniel Kablan d'un camp. Et assurément, il a pu hésiter, il a pu mener des réflexions pour s'interroger sur la pertinence et sur l'opportunité de maintenir le poste. Donc, après pratiquement 2 années de réflexion, il est arrivé à l'idée qu'il fallait maintenir le poste et ensuite il fallait pourvoir à la nomination d'un vice-président. C'est ainsi qu'il a lancé le processus et vous remarquerez que lorsqu'il finit de parler devant le Congrès, il nomme d'abord le vice-président, ensuite il nomme le Premier ministre par décret et enfin il met en place le gouvernement. Donc il y a des séquences, c'est parce qu'on est au début d'un nouveau processus. Le vice-président a une prééminence, ensuite vient le président, le Premier ministre et après vient le gouvernement. Donc, voyez-vous, si tout ce scénario-là s'était réalisé alors que le gouvernement était en place, alors que le Premier ministre était en place, ça aurait pu avoir une être très banal, quoi. Bon, après, on a eu une semaine folle, une semaine de spéculation, de supputation, et on a vraiment l'impression que, oui, quelque chose de nouveau a changé avec un vice-président nommé, avec le président qui a parlé devant le Congrès, des occasions de solennité, et puis bon, après, ceux qui peut-être s'attendaient à des choses plus extraordinaires, à des changements plus radicaux, peuvent avoir un goût d'inachevé, mais une grande séquence institutionnelle et républicaine vient de se dérouler devant nous. Alors, donc le vice-président, comme je le rappelle, donc Kone était à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la banque de l'UEMOA basée à Dakar. On a plutôt l'impression que c'est un profil technocrate qui a été privilégié, mais quand même on sait que autour du sérail présidentiel, il faut être un politicien madré pour pouvoir y survivre. Selon vous, quel devrait être le plus que ce, entre guillemets, technocrate banquier peut apporter dans l'attelage présidentiel? Le plus, c'est, bon, vous savez, il y en a déjà qui disent que c'est une sorte de clone du président de la République parce qu'ils ont à peu près le même parcours financier de santé. Les choses comme le président de la République, d'une part, et puis d'autre part, cette rigueur que l'on peut attendre d'un économie, c'est il n'est pas un politicien de carrière, c'est pas un carriériste, un professionnel de la politique. C'est-à-dire que chaque matin en se rasant, lui, son souci c'était d'aller à la banque, c'est de veiller à la monnaie. De Dakar, il n'activait pas des réseaux pour devenir Premier ministre ou devenir vice-président, ou c'était pas certainement dans son ambition chaque matin en se rasant. Donc un tel profil qui n'a pas manœuvré, qui n'a pas œuvré, qui n'avait pas de fan club, qui n'avait pas de réseau lobbyiste pour faire ce travail, et il est vraiment apaisant et il paraît rassurant. Maintenant, l'occasion créant le larron, bon, certainement qu'il apprendra vite et très vite la politique, comme d'ailleurs l'a fait le président Alassane Ouattara lorsqu'il est arrivé sur la scène politique de Dakar, lui aussi en 1990. Voilà. Est-ce que cela n'est pas
Cela n'est pas de nature à rabattre les cartes parce qu'on sait que quand même la guerre de succession, même si on n'est qu'en 2022, fait rage autour donc du palais du Plateau. On a vu tout ce qui s'est passé avec Guillaume Soro, avec l'aile du PDCI. Aujourd'hui, l'arrivée de ce nouveau profil qui devient de fait la deuxième personnalité, en tout cas, de l'exécutif, et cela n'est pas de nature à rabattre les cartes pour les prochaines élections? Si cela peut rabattre les cartes, mais pas dans l'absolu, pas absolument ni totalement. La politique, on peut y entrer de plusieurs manières et on l'a fait de plusieurs manières. Mais la politique, c'est surtout le terrain. Il y en a qui sont là depuis longtemps, ils sont élus local, ils sont élus au niveau national, ils sont élus localement, ils sont élus au niveau national. Je permettrai du cas du gouverneur de la BCA, désormais vice-président de un très bon profil, mais c'est différent de la politique. On peut être nommé au plus haut, mais la politique, c'est le terrain. Là, il y a des politiciens professionnels dont c'est le il aura la capacité de se mettre dans la peau de l'homme politique, dans la peau de politiques dans les ruelles, qui écoutent les populations, les visiteurs jusqu'à 2h, 3h du matin, qui règlent les problèmes sociaux, qui essaient de faire un certain nombre de... Les autres sont là-dessus depuis plusieurs années. Et lui, certainement, il va commencer, puisqu'on a dit que ce n'est pas un politicien d'État, ce n'est pas un politicien. Donc, il se met dans la danse, on verra sa capacité, sa résilience par rapport à ceux qui sont sur le terrain depuis plusieurs années. Donc, ça peut abattre les cartes, mais ça dépend. Ça dépend. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, malheureusement, on a quelques problèmes de son avec vous, mais je pense que ça va s'arranger. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait un seul profil de la société civile qui est entré dans le gouvernement. Alors, comment l'opposition réagit à tout cela? Quand on dit opposition, on pense notamment au PDCI de Henri Konan Bédié, on pense aussi au FPI de Laurent Gbagbo, les patriotes plutôt de Laurent Gbagbo, et au FPI aussi qui est là. Comment réagissent toutes ces formations-là? D'abord, il n'y a pas encore eu à ma connaissance de réaction directe de ces partis. Bien entendu, ces partis n'étant pas partie prenante, si je peux m'exprimer ainsi, du gouvernement, n'étant pas dans le processus, on peut dire a priori qu'ils ne vont pas se sentir concernés. Mais lorsqu'on fait un rapide tour sur la presse proche de ces partis, on constate une sorte d'insatisfaction. On a l'impression que les journaux, les médias proches de ces partis s'attendaient à un tsunami, à un chamboulement radical et semblent un peu déçus de la mouture, avec peut-être seulement 2 entrants, c'est-à-dire un revenu et puis une nouvelle personnalité qui entre. Et dans l'ancienne équipe, 30 ministres qui sont restés. C'est resserré, mais quand on resserre, on choisit aussi l'expérience. Donc, apparemment, il y a un peu d'insatisfaction, mais c'est normal, c'est le travail des médias et de l'opinion publique, c'est le travail des partis de l'opposition d'exprimer des attentes. Et assurément, le Premier ministre et le Président de la République sauront trouver les éléments de langage nécessaires en mettant en avant le fait qu'une promesse a été tenue, le fait que le gouvernement a été resserré et aussi le fait qu'il faut continuer dans ce contexte-là à avancer rapidement avec la maîtrise de tous les dossiers déjà en cours, en évitant peut-être de faire entrer de très très nombreuses personnalités qui pourraient entraver le respect des délais et des engagements du gouvernement. Notamment, on a la Coupe d'Afrique dans quelques mois et les chantiers engagés méritent d'être poursuivis très rapidement sans arrêt aucun. Alors, cela dit, on reste toujours par rapport au champ politique. Le dialogue, le fameux dialogue politique qui a été initié aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à ce niveau? Donc, le président de la République se satisfait de ce dialogue politique et vous remarquerez que l'un des acteurs de ce dialogue politique, c'est aussi le Premier ministre, mais aussi le ministre de la
réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le président de la République s'est satisfait des résultats de ce dialogue politique et il va se poursuivre. Il y a des recommandations qui ont été faites. Il y a un comité de suivi qui doit être mis en place. Il est attendu et puis le président doit traduire en acte un certain nombre de propositions qui ont été faites. Vous avez remarqué que le président de la République est allé à La Haye pour rencontrer Blé Goudé. Cela entre dans le fil des recommandations du dialogue politique et des éléments engagés là-dedans. Donc, le suivi continu devra continuer à être fait et le dialogue doit être maintenu. Il ne faut pas attendre chaque fois des opportunités de rencontre. Le dialogue doit être permanent et on attend la mise en place du comité de suivi à cet effet-là. Merci beaucoup. Alafé Wakili, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, d'où vous étiez en direct avec nous donc ce matin. Merci à vous et bonne journée à Abidjan, Alafé Wakili. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.